Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les enseignements du rapport annuel statistique sur l'état de la pauvreté en France du Secours catholique. Il a été publié aujourd'hui. La synthèse de la consultation faite dans les diocèses de France en vue du synode pour les jeunes a été envoyée à Rome. Précision sur son contenu dans cette édition. Et puis un reportage sur le son et lumière monumental qui est joué en ce moment sur la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un manque à gagner de 350 milliards d'euros pour les États du monde entier. Selon l'enquête des Paradise Papers, c'est les conséquences de montages financiers réalisés par des multinationales ou de riches particuliers. Et c'est aussi la question de la légalité et de la moralité que soulève cette enquête. On en parle avec Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix. Bonsoir. Bonsoir. Et Antoine-Marie Zohar, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonsoir. Bonsoir. Mais on commence avec le rapport statistique sur l'état de la pauvreté en France, publié aujourd'hui par le Secours catholique. Et il révèle que le nombre de personnes sans ressources augmente, que les familles se précarisent, ou encore que les étrangers sont de plus en plus isolés. Les personnes en situation de précarité souffrent aussi de préjugés. On écoute Daniel Verger du Secours catholique. Les points d'attention peut-être qui se révèlent par ce rapport, en se rappelant que nous avons un peu comme axe de travail particulièrement cette année la question des préjugés et de la cohésion sociale, c'est tout d'abord le fait que l'isolement est une réalité massive des personnes en situation de pauvreté. D'ailleurs, leur premier besoin qu'ils expriment, c'est le besoin d'écoute, avant l'alimentation par exemple, même si celle-ci reste importante. Peut-être un autre point d'attention, c'est le fait que la pauvreté reste une réalité largement féminine. Les femmes sont 55%, un peu plus même, des personnes que nous accueillons au Secours catholique. Elles sont souvent en situation de grande pauvreté, en particulier parce que la première catégorie, parmi l'ensemble des personnes reçues au Secours catholique, ce sont les familles monoparentales qui sont très largement des mères seules avec enfants, et qui se retrouvent en situation de difficulté. Et ce chiffre-là, des familles monoparentales, continue à augmenter légèrement d'année en année. C'est donc une préoccupation majeure. Comment faire en sorte que les familles, et les familles monoparentales en particulier, puissent vivre mieux. On vient de l'entendre, comment faire pour aider les mères isolées de plus en plus nombreuses et vulnérables. À Lyon, l'association Habitat et Humanisme, avec la communauté franciscaine, propose justement des logements à des mères seules. Notre journaliste Gabriel Massé s'est rendu à la maison Christophe Mérieux. Il y a rencontré une jeune maman qui a connu la rue. Elle s'appelle Sophie. Il y a un peu plus d'un an, alors qu'elle vient de perdre sa mère au Cameroun, elle rejoint son père en France, qui se trouve lui-même dans une situation compliquée. À 22 ans, elle tombe enceinte. Elle est seule, sans foyer, sans avenir. Je me suis retrouvée enceinte et j'étais presque à la rue. J'étais à la rue même. Et les éducateurs m'ont cherché une assistance sociale à la maison du Rhône. Et ensuite, je me suis retrouvée ici. Et j'ai accouché ici. Je suis venue ici, j'étais enceinte de 5 mois. J'ai accouché, ça va faire 8 mois bientôt. Ma fille, elle a 8 mois. Accueillie à la maison Christophe Mérieux à Lyon, Sophie prend le temps de se reconstruire avec sa petite fille, Alicia. Aujourd'hui, avec l'aide d'Elisabeth, elle travaille pour passer le concours d'aide-soignante. Sophie, ça fait 4-5 ans qu'elle n'a pas ouvert un livre. Donc elle a perdu l'habitude de travailler, elle n'a pas confiance en elle. On lui réapprend un peu les méthodes tout simplement de travail scolaire, pour lui apprendre à réviser, pour pouvoir présenter son oral dans les meilleures conditions possibles. Dans la pièce à côté, Colette aide Anne-Lise à écrire ses lettres de motivation, son CV. Elle aussi est là pour sortir la tête de l'eau. Et au milieu de toutes ces personnes accueillies, il y a une communauté de sœurs franciscaines, toujours prêtes à rendre service, à écouter, à conseiller ou simplement à témoigner de leur foi par la simplicité de leur présence. Quand elles arrivent ici, c'est souvent des mamans qui sont en difficulté, qui ont connu des foyers, des situations très difficiles et qui ont du mal, toutes seules, à se reconstruire. Je pense que tout l'accompagnement avec les salariés, avec les bénévoles, donc les relations ouvertes sur l'extérieur et tout, les aide un peu à la fois à retomber sur leurs pieds et avoir envie de s'en sortir. Un lieu pour se reconstruire, mais avant tout un lieu de vie et de joie. Cette maison fêtera cette année son 10e anniversaire.
L'attention aux exclus et particulièrement à ceux de la communauté rome était au cœur du discours de Monseigneur Pontier hier lors de la clôture de l'Assemblée plénière à Lourdes. Une population ballottée d'un lieu à l'autre, sans proposition de logement digne, a rappelé le président de la Conférence des évêques de France. Il a aussi interpellé les pouvoirs publics sur la question. Des différences culturelles, des conditions sanitaires devenues dangereuses, des proximités difficiles dans la durée conduisent à des incompréhensions profondes qui empêchent de voir les possibilités réelles de trouver des solutions réalistes et raisonnables. Toutefois, nous dénonçons les manques de respect de ces personnes et nous invitons les pouvoirs publics à s'engager dans la proposition de solutions pérennes et dignes. Nous remercions et encourageons ceux qui s'engagent à leur côté dans un esprit de service et le désir vrai de les accompagner sur un chemin d'intégration. La place des jeunes générations dans l'Église a aussi été longuement abordée à l'approche du synode des évêques à Rome en octobre prochain. Ces derniers mois, une grande consultation pour préparer ce rendez-vous a été faite auprès des responsables pastoraux dans les diocèses de France. Mardi, la synthèse des réponses a été envoyée à Rome. Sœur Nathalie Bécard, directrice du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations, nous en dit les principaux enseignements. La France est attendue pour participer et apporter sa contribution à ce synode, mais comme chaque pays. Mais c'est vrai que nous, en France, on est depuis longtemps dans un processus très fort de sécularisation. Voilà, les jeunes catholiques engagés, ils sont très minoritaires, mais en même temps, voilà, il y a beaucoup de créativité et d'initiatives en France. On a quand même une pastorale des jeunes assez dynamique et on a la chance d'avoir des évêques qui sont vraiment proches des jeunes. Je crois que nos évêques ont une écoute et une perception des jeunes et qu'ils vont pouvoir partager à Rome. Et la France, elle a cette expérience, voilà, de faire vraiment confiance aux jeunes, de leur donner des responsabilités dans l'Église, même si c'est encore à creuser. Et je crois que c'est aussi ça qu'elle va pouvoir partager au synode. Hier, le pape Jean-Paul Ier a été reconnu vénérable par le pape François, ouvrant ainsi la voie à sa béatification si un miracle lié à son intercession est identifié. Albino Luciani, alors patriarche de Venise, a été élu pape le 26 août 1978, succédant à Paul VI, mais 33 jours plus tard, le monde apprenait avec stupéfaction son décès à 66 ans, ce qui a alimenté bien des spéculations, même si sa mort était liée à des problèmes cardiaques. Jean-Paul Ier est aussi resté dans le cœur de nombreux fidèles pour sa bonté, son sourire et son refus des lourdeurs protocolaires. Et puis parmi les autres décrets signés hier par le pape figurent aussi 2 reconnaissances de martyrs vécus, celle d'un prêtre hongrois, Jean Brenner, victime du régime communiste en 1957, et celle d'une religieuse italienne, Leona Scorbati, assassinée en Somalie en septembre 2006. Le Saint-Père encourage les universités catholiques à contribuer à la construction d'un monde plus juste et plus humain à travers la formation et la connaissance du phénomène migratoire. Des propos tenus le week-end dernier lors d'une conférence avec les membres de la Fédération internationale des universités catholiques. Il s'agissait de réfléchir sur leur rôle face à la question des migrants et des réfugiés. On écoute les souhaits du pape. Auspico che le università cattoliche adottino programmi volti a favorire l'istruzione dei rifugiati. Je souhaite que les universités catholiques adoptent des programmes pour favoriser l'instruction des réfugiés sur plusieurs niveaux, tant à travers l'offre de cours même à distance, pour ceux qui vivent dans les centres de refuge, tant avec des bourses d'études qui leur permettraient de se réintégrer. En profitant du dense réseau académique international, les universités peuvent rendre plus facile la reconnaissance des titres et des professions des migrants et des réfugiés, à leur bénéfice et des sociétés qui les accueillent. Au Vatican, les ventes de cigarettes dans les boutiques détaxées seront désormais interdites. Une volonté du pape François relayée aujourd'hui par le bureau de presse du Saint-Siège. Le Saint-Siège ne peut pas contribuer à une activité qui affecte clairement la santé des gens, a expliqué le porte-parole du Vatican, Greg Burke. Cette décision prendra effet en 2018.
Un son et lumière monumental sublime la cathédrale Notre-Dame de Paris depuis hier soir, un événement dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale. Ce spectacle nocturne rend hommage aux milliers de soldats alliés qui ont donné leur vie pour la liberté. Baptisé la Dame de Cœur, ce voyage visuel et musical a déjà rassemblé des milliers de personnes depuis mardi soir. Notre journaliste Olivier François a été l'un de ces privilégiés. Notre-Dame de Paris. C'est une respiration de beauté, offerte aux Parisiens et à ses touristes, qui a eu lieu sur les façades de la cathédrale Notre-Dame. Un spectacle qui commémore l'entrée en guerre des Américains en 1917, à travers Notre-Dame, dont les cloches rythmaient le quotidien des Français pendant la Première Guerre. Une rencontre de l'histoire avec les nouvelles technologies, comme nous l'explique Bruno Cellier, créateur du spectacle. Cette technologie qui vient habiller, changer les atours pour attirer l'attention et pour donner envie aux gens de pousser les portes et d'aller voir aussi ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une façon de le dépoussiérer en quelque sorte et de les remettre au premier plan pour que les gens découvrent la richesse culturelle, artistique qu'elle représente et l'aventure collective extraordinaire qu'elle incarne. Plus de 14 millions de personnes visitent chaque année la cathédrale, ce qui en fait le monument le plus visité d'Europe. La Dame de Cœur, projetée sur ses façades, reste un spectacle culturel qui pourrait cependant transformer la vie de quelques spectateurs. Nous sommes tous des chercheurs de Dieu et c'est aussi le sens d'un tel spectacle, c'est de nous ouvrir à quelque chose qui nous dépasse. La beauté est un vecteur et puis derrière, c'est des questions de fond, mais il faut vraiment le vivre, il faut le voir. La Dame de Cœur continuera à enchanter petits et grands jusqu'à ce samedi 11 novembre. Le spectacle La Dame de Cœur, c'est aussi le sujet de la chronique du père Mathieu Rouget. On l'écoute. Un son et lumière extrêmement novateur met en lumière ces jours-ci la cathédrale Notre-Dame de Paris de manière inédite. Cette alliance entre la technologie, le numérique le plus novateur et le patrimoine le plus vénérable est comme une parabole pour le rayonnement de l'Église en notre temps et en notre pays. Les temps modernes ne sont pas d'abord une menace pour la foi. Ils sont une occasion nouvelle de manifester sa fécondité d'une manière que peut-être nous n'avions jamais perçue. Ce qui est vrai à Notre-Dame de Paris, avec ce spectacle grandiose, créatif, extrêmement sophistiqué sur le plan technologique, peut être adapté dans toutes les petites églises de notre pays. Une initiative culturelle, une initiative spirituelle peuvent donner à chaque lieu un rayonnement nouveau. Notre-Dame de Paris, c'est un lieu très important pour la foi des chrétiens à Paris, mais aussi en France. Mais c'est également un lieu important de l'histoire de notre pays. C'est le lieu du Te Deum de la victoire à la fin de la guerre de 14. Nous serons bientôt le 11 novembre, du Magnificat de la libération de Paris, le 26 août 1944, de la messe pour les chefs d'État défunts, le général de Gaulle, Georges Pompidou, François Mitterrand. C'est un lieu qui manifeste que l'Église est pour les chrétiens, mais aussi pour la multitude, comme le disent les paroles de la consécration eucharistique. Ce grand spectacle sur la façade de Notre-Dame nous rappelle à quel point l'Église est appelée à s'ouvrir à tous, à la multitude. C'est aussi ce que vient de rappeler dans une homélie remarquée le cardinal 23 à l'Assemblée des évêques à Lourdes. Tout ce qui permet aujourd'hui de manifester que l'Église est ouverte à la multitude est un bienfait. Bénis soient les techniciens les plus modernes qui permettent à l'Église enracinée de manifester son universelle fécondité. Merci Père. Tout de suite, la revue de presse. Quatre mois après le limogeage du général Pierre de Villiers, sur fond d'inquiétude budgétaire, des militaires s'interrogent sur leur avenir dans Famille chrétienne. Antoine-Marie Isoard. Écoutez, oui, on a voulu s'interroger, nous, sur le malaise, effectivement, des militaires, le blues des militaires dont on parle beaucoup, mais aussi interroger leurs épouses en colère et voir, effectivement, comment
La ministre des Armées, récemment, avait pu commencer à entendre cette colère des familles. Ça nous intéresse énormément. Et puis, on a aussi interrogé, ça n'a rien à voir, mais c'est un témoignage à trouver dans Famille chrétienne cette semaine, la fondatrice, un grand témoignage, un bel hommage à la fondatrice de l'OCH, Marie-Hélène Mathieu, l'Office chrétien des personnes handicapées, et qui tourne une page de sa vie d'une certaine façon, parce qu'elle rentre en maison de retraite ces jours-ci, et on a voulu la suivre. Fidèle compagne de travail et d'œuvre de Jean Vanier. Merci Antoine-Marie Izoard. Une grande enquête sur nos hôpitaux dans la vie. Si notre système de santé nous est envié à travers le monde, il présente néanmoins des signes d'essoufflement liés à des problèmes structurels, financiers et humains. Mais des remèdes existent, comme le montre l'hebdomadaire, avec une enquête au CHU de Caen, mais aussi dans la Drôme et en Savoie. Pour Réforme, l'apprentissage est un vrai moyen de lutter contre le chômage des 15-24 ans. Comme en Allemagne, l'hebdomadaire protestant se demande pourquoi la France ne le valorise pas davantage. Dans une interview, l'économiste Bertrand Martineau explique pourquoi il faudrait créer 100 000 apprentis supplémentaires. Une enquête sur les traces du passage au Québec de l'impératrice Zita dans les pages de France catholique. Il y a 100 ans, son époux le bienheureux Charles d'Autriche engageait des pourparlers de paix. 5 ans après la Grande Guerre, il mourut abandonné de tous sur l'île de Madère, une exil qui se poursuivra pour sa femme et ses 8 enfants dans de grandes difficultés. Pellerin a rencontré le rugbyman Aristide Barrault, blessé lors des attentats du 13 novembre. Une interview où il revient sur son livre « Mais ne sombre pas », à la fois triste et lumineux, où il raconte sa renaissance. Et puis un entretien également avec Monseigneur Dominique Lebrun, l'archevêque de Rouen, qui parle des nouveaux défis de son diocèse. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, les avis de 2 éditorialistes de la presse chrétienne. La question de l'évasion fiscale ressurgit avec l'enquête des Paradise Papers, ou plutôt la question de ce qui est légal et de ce qui est moral, car si les montages financiers pour échapper à l'impôt révélés par les Paradise Papers se basent sur des vides juridiques, ils privent les États d'une somme importante utile à la société. C'est en tout cas ce que dénonce l'enquête. Antoine-Marie Izoard, je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Famille chrétienne. Alors, dès lors que c'est légal, pourquoi cela choque tant quand des personnes riches ou des multinationales optent pour la solution la moins chère ? Je commencerai éventuellement, si vous me le permettez, par sortir un tout petit peu en marge de la question en me disant quand même que, je ne sais pas ce qu'en pensera le collègue Guillaume, mais que si on peut saluer le travail d'un consortium de journalistes, 96 médias à travers le monde, 400 journalistes, 65 pays, je crois, de mémoire, malgré tout, je trouve un tout petit peu étrange de voir tous les matins se lever en entendant au journal, tiens, aujourd'hui, on va vous donner 3 nouveaux noms d'affreux riches qui ont caché leur argent, enfin pas caché de fait, mais qui ont fait de l'optimisation fiscale ou voilà, on va en parler ensemble, détourner en partie le droit pour payer moins d'impôts. Évidemment, ça nous fait râler. Moi, face à un spécialiste de l'économie comme Guillaume Goubert, je vais faire piètre figure. Donc moi, je dirais juste comme un citoyen lambda que, bien sûr, moi, je paie mes impôts et j'aimerais que tout le monde puisse les payer. J'entends quand un très, très grand patron français dit hier, parce qu'il est mis sur la sellette, le patron d'LVMH dit mais nous payons 1 milliard, je crois, d'impôts chaque année, donc on donne notre partie. C'est vrai qu'il y a quelques, on en parle ensemble, mais il y a quelques étrangetés dans ce processus-là qui fait que tout le monde n'est pas mis à la même enseigne. Au-delà de donner des noms comme ça tous les jours, quelles sont les vertus d'une telle enquête ? Les vertus d'une telle enquête, c'est de nous faire découvrir comment ça marche. Moi, par exemple, je n'avais pas mesuré à quel point les Pays-Bas, pays hautement civilisé, pour lequel j'ai beaucoup d'affection, utilisaient à fond ce type de facilité fiscale pour attirer des sièges d'entreprise chez eux. Et voilà, on apprend des choses, on découvre des choses, des techniques très, très sophistiquées qui sont généralement légales, mais on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas des abus de droit, c'est-à-dire qu'on force un petit peu la logique d'une mesure pour en tirer un bénéfice maximal. Donc c'est très instructif. Guillaume Goubert vient de le rappeler, ce sont des méthodes légales. Est-ce que pour vous, Antoine-Marie Izoard, ça serait bénéfique, au fond, de durcir les règles
Ce qu'on sait une fois de plus, c'est qu'il y a 8 ans, Nicolas Sarkozy, je crois, fait une grande sortie, dit les paradis fiscaux, c'est terminé. Puis il y a quelques années à peine, je crois que François Hollande dit plus ou moins la même chose en tapant du poing sur la table avec les Panama Papers. Et puis voilà, nouvelle affaire. Alors, pour l'instant, on attend une réaction très officielle d'Emmanuel Macron, du gouvernement. Maintenant, bien sûr qu'il faut durcir encore et bien sûr qu'il faut faire en sorte que ça ne se fasse plus ou ça se fasse moins. On voit bien que de toute façon, d'une fois sur l'autre, il y a toujours un moyen de contourner. Il faudrait d'une certaine façon, mais c'est un rêve absolu, c'est idyllique, ou que les États s'assoient autour d'une table. Est-ce que c'est à l'ONU? Est-ce que c'est dans une autre cour, entre guillemets? Je n'en sais rien. Mais il y a bien des gens qui sortent de toute façon du lot. Je trouve très intéressant aussi ce que dit Guillaume Goubert quand il parle des Pays-Bas en particulier, mais pas que. Il faut pas avoir l'impression que ça se passe juste aux Bermudes ou aux îles, enfin dans des paradis très lointains. Ce terme de paradis qui finalement est un peu un enfer fiscal pour le concitoyen, pour le contribuable que nous sommes. Mais ces paradis finalement, ils sont en Europe. C'est la Suisse, c'est Chypre, c'est Malte à certains égards, c'est le Royaume-Uni avec Jersey, avec les îles Caïmans, enfin l'île de Man plutôt. Donc, et puis la reine d'Angleterre qui en a visiblement profité et qui fait ça pour sa pension, enfin pour sa retraite, dit-elle. Guillaume Goubert, c'est une solution de durcir les réglementations fiscales ? Oui, je pense que c'est une solution. Et d'ailleurs, c'est en cours. Hein. Antoine Marie citait la Suisse. C'est un pays qui a été longtemps réputé pour son secret bancaire absolu. Et cette ère est pratiquement terminée parce que les partenaires de l'A6 lui ont dit, si tu continues à faire comme ça, eh ben, on ne fait plus d'affaires avec toi. Et au sein d'une organisation qui s'appelle l'OCDE, qui rassemble les principaux pays développés de la planète, il y a vraiment eu, ces dernières années, de grands progrès dans la coopération fiscale qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas dans cette orbite-là, c'est plus difficile de frauder le fisc qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Donc il y a des progrès qui sont possibles, mais il y en a encore beaucoup à faire, parce que si aujourd'hui la Suisse est devenue plus exemplaire, eh bien, il y a beaucoup de sommes, par exemple, qui sont parties du côté de Singapour, qui actuellement est particulièrement, se montre particulièrement abritant pour des pratiques fiscales un petit peu abusives. Mais c'est un combat à continuer. C'est l'utilité de ces publications d'information, c'est qu'elles contribuent à mettre la lumière et donc à amener une mobilisation pour... Mais ce sont des combats de très très longue haleine. La Croix a interviewé cette semaine le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Bon, son combat, c'est pour une meilleure taxation de ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire les géants du numérique, Apple, Google, Facebook, Amazon. Et il dit ça va être un combat de plusieurs années, parce qui aujourd'hui se débrouille très très bien avec toutes ces réglementations pour ne payer aucun impôt dans nos pays où ils réalisent pourtant des chiffres d'affaires assez considérables. Et c'est une injustice, parce que tous les citoyens n'ont pas la possibilité d'accéder à... Vous et moi, on n'a pas ni la technicité, ni à notre disposition des sommes suffisamment importantes pour que ça vaille le coup de payer des avocats, des conseillers fiscaux, etc., pour aller créer un trust à l'île de Man ou aux îles Caïmans. Donc c'est une profonde injustice, parce que ça fait que les charges communes reposent sur un petit nombre de personnes. Antoine-Marie Zohar. La véritable injustice, effectivement, je rebondis, mais c'est que ces GAFA veulent exercer leur activité sur notre territoire ou sur un territoire donné et payer des impôts ou le moins d'impôts possible sur un autre territoire. Donc c'est là que toute l'optimisation fiscale devient de la fraude, finalement, ou en tout cas un abus du droit évident. Est-ce qu'on peut changer les mentalités, justement, de ces multinationales, de ces riches particuliers très fortunés ou... C'est là aussi où le côté lanceur d'alerte de démarches comme celle des Paradise Papers joue un rôle, en sens que en anglais ça se dit name and shame, donner le nom pour faire honte. Il est probable que M. Arnault fera encore plus attention dans les temps qui viennent pour ne pas se trouver mis comme ça sur le pilori ou sur le pavois, je ne sais pas très bien comment on peut dire, pour des pratiques fiscales. Donc de ce point de vue-là, je ne crois pas beaucoup à l'autorégulation, à une espèce de conversion civique qui se ferait toute seule. Je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une pression sociale, une pression d'opinion publique pour que les choses évoluent. Et je pense qu'il faut aussi durcir les règles, parce que toujours cette distinction en dire c'est légal mais c'est pas moral, s'il y a un écart entre les deux, il faut le réduire, donc durcir les règles pour que le fossé entre le légal et le moral soit moins grand.
Antoine-Marie Isoard, il faut durcir les règles. Il faut durcir les règles, il faut que nos responsables politiques l'entendent, parce que je pense qu'il y a une forme d'aveuglement et que ça arrange globalement dans certains milieux politico-économiques de fermer un peu les yeux sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire sur ces paradis fiscaux qui, en fin de compte, sont à nos portes, tout près de nous, même à l'intérieur de la France. Il y a une enclave qui est bien connue, au sud-sud, qui est un paradis fiscal, ou en partie. Puis il y a la question de lever totalement le secret bancaire aussi, qui, je me doute, qui est une démarche qui se fait depuis des années, puis il y a eu un certain nombre de scandales, mais qui peut permettre, cette transparence, permettre de mettre à mal ces fraudes. Merci beaucoup Antoine-Marie Isoard, merci beaucoup Guillaume Goubert, merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com, réagissez également avec le hashtag à la source. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine, excellente soirée sur KTO.